Ledo est un pilote spatial puceau et loser dont les ancêtres ont fui une terre mourante. Après que son vaisseau a été endommagé, il s'est écrasé sur une planète désolée. Cependant, lorsqu'il se réveille et remarque qu'il n'est pas seul mais entouré de baddies bronzés et sexy, il abandonne les combats spatiaux et reste pour laisser les bombes se battre pour lui. Avant le crash, Ledo pilotait un puissant robot contrôlé par une IA nommée Chamber. Ensemble, ils font partie de l'Alliance Galactique de l'Humanité, se dirigeant droit vers une intense bataille spatiale contre Ado. Le but de cette mission est de donner à l'extraterrestre un Gogok 3000 afin que les humains puissent coloniser de nouvelles planètes et éviter l'extinction. Avant de partir au combat, Chamber suggère qu'après avoir accompli cette mission, Ledo devrait probablement s'installer dans la colonie et se livrer à beaucoup de reproduction. Mais Ledo n'est pas sûr que sa saucisse soit capable d'effectuer de telles manœuvres. Après avoir été téléporté à l'emplacement de Ado grâce à un trou de verre de téléportation, Ledo et tout son groupe lancent de lourdes attaques contre Ado. Ils tirent des balles, des missiles et même des rayons laser sur l'extraterrestre monstrueux. Mais malgré tous leurs efforts, Ado reste insensible et se tient simplement là, tel un énorme étron. Le commandant part courageusement affronter l'extraterrestre seul, espérant gagner un peu de temps pour son équipe. Mais alors que Ledo s'apprête à battre en retraite, un alien I2 lui tend une embuscade, ce qui fait que tous deux sont aspirés de façon imprévisible dans le trou de verre de téléportation. Lorsque Chamber réveille Ledo, qui était inconscient, il lui révèle qu'il a dormi pendant 6 mois entiers. Il remarque des humains effrontés essayant de percer la combinaison, mais se rendent compte qu'ils sont primitifs et n'ont pas les outils nécessaires pour causer des dégâts. Il s'avère que la combinaison de Chamber a été amenée dans un entrepôt après que des gens l'ont trouvée dans la mer. Ils essaient d'ouvrir la combinaison depuis des heures, mais n'arrivent même pas à les rafler. Chamber révèle également qu'ils sont incapables de déterminer leur position dans la galaxie, ce qui signifie qu'ils sont perdus dans un endroit inconnu. Alors que Ledo reprend ses esprits, il écoute le groupe de personnes mais ne comprend pas leur langue. Étonné qu'ils semblent humains, Ledo demande à Chamber d'analyser leur langage. L'IA propose alors d'éliminer la menace perçue et de détruire les environs pour libérer Ledo, mais choisit finalement d'attendre et d'observer, souhaitant en apprendre davantage sur cet environnement inconnu. Une fois les gens partis, Ledo sort prudemment de la combinaison. Chamber confirme que l'atmosphère est respirable et que la gravité est stable, ce qui signifie que Ledo peut survivre sans combinaison spatiale. Il enlève alors son casque pour économiser l'oxygène et commence à explorer. Mais bientôt, Amy et Pignon reviennent dans le hall pour récupérer quelques affaires, le forçant à se cacher. Mais Pignon aperçoit alors ses empreintes à proximité et avertit Amy de faire attention. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, Ledo attrape Amy et lui met une arme sur la tempe, avertissant Pignon de ne pas s'approcher. Mais la barrière de la langue persiste et personne ne comprend l'autre. Ledo s'enfuit alors avec Amy sur son épaule comme un sac de pommes de terre, ce qui pousse Pignon à déclencher une alarme qui met toute la zone en état d'alerte. Pendant ce temps, Ledo continue de transmettre des données à Chamber, essayant de cartographier et de comprendre l'étrange endroit où il se trouve. Chamber poursuit le déchiffrage de la langue et remarque également que les environs lui semblent quelque peu familiers. Lorsque Ledo sort à l'extérieur, ce qu'il voit le stupéfie. Un vaste océan s'étend à perte de vue, et les habitants vivent sur une immense structure flottante qui ressemble à un gigantesque navire. Totalement choqué par ce spectacle, Ledo s'arrête net, la jeune fille toujours sur ses épaules. À ce moment-là, l'écureuil agaçant d'Amy arrive sur les lieux et saute sur Ledo, le forçant à la lâcher. Les habitants armés arrivent également et encerclent Ledo, bien que leurs armes paraissent primitives comparées aux capacités de Chamber. Ne voulant prendre aucun risque, Ledo appelle Chamber et sa structure massive fait irruption à travers l'entrepôt, effrayant à mort les habitants primitifs. Ledo, toujours déconcerté par cet environnement étrange, exige des explications de la part de Chamber. L'intelligence artificielle effectue quelques calculs et révèle une vérité choquante. L'endroit où ils ont atterri n'est autre que la 3e planète du système solaire, la Terre. C'est la même planète qui fut autrefois le berceau de l'humanité, bien avant le début de la colonisation spatiale. Cette révélation laisse Ledo complètement sans voix. Il est particulièrement choqué, car cette étrange planète recouverte d'océans aurait dû être gelée depuis des millions d'années. À ce moment-là, un groupe de personnes armées et quelques robots bon marché arrivent sur les lieux, prêts à éliminer la menace. La machine IA, Chamber, plane alors dans le ciel et atterrit devant Ledo pour le protéger. Elle suggère de transformer tout le monde en chair à pâté, mais Ledo décide plutôt de leur parler. Il ordonne à Chamber de parler leur langue et de bien préciser qu'ils ne veulent aucun mal. Lorsque les habitants entendent la voix de Chamber, ils sont stupéfaits et commencent à soupçonner qu'un humain se trouve peut-être à l'intérieur de la machine. Peu après, une femme un peu nerd nommée Ridget, qui est l'adjointe du commandant de la flotte de ce vaisseau, intervient pour l'interroger. Chamber fait la traduction entre eux, même si les deux semblent parler exactement la même langue. Ledo est déconcerté par ce que la femme veut, alors Chamber prend le relais de la conversation et révèle qu'ils viennent de l'espace. Il se met à parler de leur combat contre les extraterrestres Ado pour empêcher l'extinction de l'humanité, mais les habitants ne comprennent pas ce que sont les Ado. Agacé par ces bavardages, Ridget presse la personne à l'intérieur de sortir, mais Chamber précise qu'il n'y a personne qui le contrôle, ce qui l'émerveille devant cette technologie. Plus tard, Ridget discute avec la livreuse, Amy, et apprend que Ledo ne lui a pas fait de mal lors de leur précédente rencontre. Il lui a simplement donné une tape sur les fesses, mais c'est tout.
Amy révèle également que Leto semblait perdu et qu'il a peut-être besoin d'aide pour retrouver les siens. Elle semble avoir de la compassion pour lui, même si elle le considère toujours comme une menace potentielle. Ridget demande alors à Bellows, la chef de l'équipe d'excavation, si elle a trouvé quelque chose d'inhabituel lorsqu'elle a remonté le robot de la mer. Bellows répond qu'elle n'a rien trouvé et qu'elle suivait simplement les ordres de Pignon. Pignon suggère alors de démonter le robot géant et de le vendre pour acheter des abonnements OnlyFans pour tout le monde, mais les autres refusent l'idée. Peu après, Ridget porte l'affaire à l'attention du commandant Fairlock qui parle à la radio. Il rejette immédiatement l'idée de capturer Leto ou Chamber. Il avertit que si Leto vient réellement de l'espace et a des alliés dotés d'une puissance similaire, alors le provoquer pourrait entraîner la destruction de la flotte. Pendant ce temps, Leto confie en privé à Chamber que leur mission est désormais de reprendre contact avec le reste de l'Alliance Galactique. Il est déconcerté par cette planète, où ils utilisent plusieurs pronoms pour désigner les hommes et les femmes. Leto s'attendait également à ce que la Terre soit un désert glacé, mais il y trouve au contraire de l'air respirable, de l'eau potable et des signes de vie. Il pense que c'est une planète parfaite où le peuple d'Avalon pourrait s'installer et prospérer. Leto sort alors une paire de dents appartenant à Ado et commence à jouer avec. Il révèle qu'il a envoyé plusieurs signaux dans l'espace, mais qu'aucun d'entre eux n'a reçu de réponse. Chamber, probablement lassé de ses bêtises, lui dit qu'il devrait simplement attendre pour le moment. Ailleurs, Amy reprend son travail de livraison, et elle court partout comme si elle venait de voler le sac de quelqu'un. Certaines de ses amies assoiffées l'arrêtent et lui demandent des nouvelles du mystérieux nouveau garçon, se demandant s'il est grand et beau. Mais elle les repousse et utilise un deltaplane pour voler et livrer des colis. Après un moment, elle rentre chez elle pour retrouver son petit frère, Bevel, qui semble cloué au lit. Il lui demande aussitôt si le garçon extraterrestre fou lui a fait du mal, mais Amy précise qu'il lui a seulement donné une tape sur les fesses. Elle explique aussi que Leto n'est qu'une mauviette avec des bras maigres et qu'il n'a aucune virilité. Mais Bevel s'en fiche, car il est fasciné par l'idée des voyageurs de l'espace. Bevel se souvient alors du vieux mythe qui raconte que la Terre a gelé il y a des millions d'années, forçant les humains à quitter la planète. Il croit maintenant que Leto est l'un de ces humains qui est accidentellement revenu chez lui. Amy rejette tout cela comme des fantasmes, même si la réalité devant elle commence à la faire douter. Ce soir-là, puisque personne d'autre ne veut s'approcher de l'étranger, Amy est chargée d'apporter de la nourriture à Leto. Elle s'avance nerveusement et lui tend du poisson cru. Leto, qui a l'habitude de manger de la nourriture spatiale high-tech, ne comprend pas ce qui se passe, alors Amy attrape un poisson et l'avale d'un coup comme une mouette. Chamber suggère alors qu'il pourrait s'agir d'une offrande de paix, alors Leto l'accepte et avale lui aussi un poisson. Après cela, une Amy curieuse demande d'où ils viennent, et Leto se contente de pointer vers le ciel, laissant entendre qu'il est Dieu. Amy ne s'arrête pas là et continue de les bombarder de questions, auxquelles Chamber répond sans cesse. Lorsqu'elle demande à voir le visage de Chamber, Leto ouvre le cockpit et lui montre que Chamber n'est qu'une unité d'IA commandée par sa voix. Cela la rend tellement excitée qu'elle se met à sauter partout comme si elle avait gagné à la loterie. Une fois qu'elle s'est calmée, Leto commence à poser des questions sur cette planète. Amy lui explique que la Terre était autrefois complètement gelée, mais qu'avec le temps, la glace a fondu et n'a laissé derrière elle que de l'eau. L'humanité s'est adaptée en vivant sur d'immenses flottes, en tirant de l'énergie de l'océan et en utilisant des chemins lumineux dans l'eau qu'ils appellent la Voie lactée, pour naviguer. Le navire sur lequel se trouve maintenant Leto fait partie de cette civilisation flottante appelée Gargantua. Malgré la confiance croissante d'Amy envers lui, le reste de l'équipage reste méfiant envers l'étrange extraterrestre. Dans l'espoir d'en apprendre davantage, Ridget envoie Bellows, la chef de l'équipe d'excavation, enquêter à l'endroit où Leto et Chamber sont apparus pour la première fois. Mais à ce moment-là, toute la flotte subit soudainement une attaque de pirates. Ils sont venus en grand nombre et possèdent des équipements de haute technologie, comme des drones de combat, contre lesquels la Gargantua ne peut pas se défendre. Réalisant qu'ils vont tous être tués, Amy, paniquée, court vers Leto et le supplie de l'aider. Elle sait que lui et son robot sont extrêmement puissants, alors elle souhaite qu'ils aident à défendre la Gargantua. Voyant là une occasion de gagner leur confiance, Leto accepte immédiatement. Il monte alors à bord de Chamber et se lance dans la bataille, verrouillant sans effort les cibles ennemies et éliminant les vaisseaux pirates en quelques secondes à peine. Certains pirates ont infiltré la Gargantua et pris Bellows en otage, mais Leto les élimine facilement sans infliger la moindre égratignure à Bellows. Lorsque la poussière retombe, tous les méchants ont été effacés de l'existence. Les habitants de la Gargantua n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de voir et continuent de fixer Leto comme s'ils avaient vu un fantôme. Après avoir anéanti la vague de pirates en un éclair, Leto atterrit de nouveau sur la Gargantua, s'attendant à ce que la foule le vénère. Mais au lieu de cela, il le regarde en silence, l'air confus. Amy, stupéfaite, court alors vers lui avec son écureuil inutile et lui demande des explications sur ce qu'il a fait. Leto répond calmement que les pirates ont été éliminés et que la flotte est désormais en sécurité. Mais sa réponse ne fait qu'accentuer la colère d'Amy, qui ne s'attendait pas à ce qu'il élimine qui que ce soit. Elle lui crie alors dessus de façon impolie avant de s'enfuir de manière théâtrale, comme à son habitude. Plus tard, le reste de l'équipage se réunit pour discuter de la situation. Ils sont tout aussi troublés, non seulement par la perte de vie humaine, mais aussi par la crainte que ce bain de sang n'entraîne une riposte encore plus violente de la part des pirates.
Ridget affirme qu'il devrait se débarrasser du garçon au plus vite, et un homme suggère même de le livrer aux pirates pour conclure un marché. Mais le commandant Fairlock refuse. Il dit qu'il devrait d'abord se concentrer sur la découverte des intentions des pirates, et qu'ils s'occuperont du garçon plus tard. Plus tard, Amy va retrouver Leto accompagné de Bellows, et s'excuse rapidement pour son emportement précédent. Il lui dit de ne pas s'excuser, car ce genre de choses est assez courant dans l'espace. Bellows s'avance alors et lui tend du poulet cru en guise de cadeau pour le remercier de son aide. Leto, qui n'a pas l'habitude de manger une nourriture aussi barbare, est bouleversé mais l'accepte tout de même. Alors qu'ils s'assoient tous pour faire cuire le poulet, Bellows remercie Leto de lui avoir sauvé la vie mais lui explique doucement qu'ici ce n'est pas un champ de bataille comme celui auquel il est habitué. Ici, ôter la vie à quelqu'un, même en temps de guerre, est une affaire très sérieuse, il faut donc faire preuve de beaucoup de considération. Leto rétorque en demandant pourquoi il tue des animaux innocents comme les poissons et les poulets pour se nourrir, et la question frappe Bellows de plein fouet. Elle admet que ce n'est pas une bonne chose, mais précise qu'il ne tue d'autres animaux que pour se nourrir, pas pour le plaisir. Le malicieux Leto demande alors pourquoi il porte des armes s'il n'aime pas le sang, et Bellows répond que c'est uniquement pour se protéger. Elle explique que parfois il y a de mauvaises personnes comme les pirates qui attaquent leur flotte, donc ils doivent toujours être prêts. Mais cela étant dit, les pirates restent des humains et ne devraient pas être traités comme des moustiques. Leto écoute et hoche la tête, commençant à comprendre la boussole morale différente de ce monde. Avant de partir, Bellows lui remet un appareil de communication pour éviter d'autres malentendus. Mais avant que la poussière ne retombe, la nouvelle arrive que la reine des pirates, une redoutable et plantureuse beauté nommée Lucage, a appris l'attaque. Un unique survivant pirate l'a rejointe et lui a annoncé qu'ils avaient été malmenés par un étrange robot. Furieuse, Lucage ordonne une attaque à grande échelle contre la flotte de Gargantua avec l'intention de la détruire complètement. Alors que sa gigantesque flotte s'approche, la tension monte à l'intérieur du Gargantua. Le commandant Fairlock apprend qu'environ 30 vaisseaux pirates se dirigent vers eux, soit plus du double de la taille de leur propre flotte. Il découvre également que l'attaque est menée par nul autre que Lucage, ce qui le fait presque mouiller son pantalon. L'un des membres de la réunion suggère qu'ils devraient simplement s'enfuir, mais le commandant Fairlock révèle que leur flotte pathétique n'en est même pas capable. Alors que tout espoir semble perdu, Bellows propose de laisser Leto intervenir, mais cette fois avec retenue. Elle pense qu'il comprend désormais leur valeur et qu'il n'aura pas recours à la force létale. Ridget et le commandant restent encore un peu hésitants, mais comme ils n'ont pas d'autre choix, ils acceptent. Bellows contacte alors Leto via le dispositif de communication et lui demande son aide pour faire face à la menace. Il accepte, mais à condition d'être accepté comme membre de la flotte. Leto propose de neutraliser la flotte pirate sans tuer personne, en visant uniquement à désactiver leurs armes et à installer leur avance. Ridget et le commandant Fairlock lui donnent le feu vert et Leto commence à se préparer pour une petite séance de massage du dos. Alors que les pirates s'approchent, Gargantua commence ses contre-mesures, essayant de gagner du temps. Leto se prépare alors au combat, déterminé à protéger la flotte sans verser davantage de sang. Du côté de la flotte ennemie, Lucage s'approche de Gargantua à grande vitesse avec l'intention de les détruire dans l'obscurité. Elle affirme que, lorsqu'il s'agit d'attaques nocturnes, personne au monde n'est meilleur qu'elle. Mais alors qu'elle continue de jacasser, quelqu'un projette une lumière vive à l'extérieur, et il s'avère que ce n'est autre que Chamber. Les pirates ennemis commencent rapidement à lui tirer dessus avec leurs armes, mais Chamber esquive tous les tirs comme s'il évitait ses ex-petites amies. La bataille commence alors, et les deux camps s'envoient des missiles, causant de nombreuses destructions. Comme Gargantia est beaucoup plus petite et plus faible, elle subit le plus de pertes. Lorsque Leto apprend cela, il décide d'intensifier son attaque. Il lance une attaque chirurgicale, ciblant précisément les armes et les moteurs du navire ennemi. Un à un, les vaisseaux pirates sont neutralisés, les forçant à battre en retraite ou à se rendre. Son efficacité et son contrôle stupéfient la Gargantia, car cette fois, il se bat non pas pour dominer, mais pour protéger. Cependant, la bataille est loin d'être terminée, car la reine pirate à la poitrine généreuse, Lucage, lance soudainement une attaque surprise. Elle chevauche son robot étrange appelé le Homard Surfer, qui surfe littéralement sur l'eau à une vitesse incroyable. Lucage atteint rapidement le navire principal où se trouve le commandant Fairlock et les autres. Elle commence à l'escalader comme une araignée, plongeant le commandant dans un état de panique. Mais à ce moment-là, Leto l'intercepte en sautant sur son dos et en s'y accrochant fermement. Alors que la lutte s'intensifie, deux des sbires de Lucage attrapent Leto avec des crochets et commencent à le tirer avec leur hors-bord. Mais Leto est tellement puissant qu'il ne bouge même pas d'un pouce. Il se moque de sa technologie dépassée, disant que Chamber utilisait des machines comme ça pour se brosser les dents. Leto s'envole alors haut dans le ciel, entraînant Lucage ainsi que les deux bateaux avec lui. Il lui dit de se rendre tout de suite si elle ne veut pas finir en nourriture pour poissons. Lucage répond qu'elle se battra jusqu'à son dernier souffle. Alors Leto la fait tournoyer et projette sa machine loin dans la mer. Lorsque les pirates restants voient leur séduisante chef se faire dominer par un jeune homme, ils prennent immédiatement la fuite, paniqués. À la suite de cette bataille, les habitants de Gargantia célèbrent comme s'ils étaient à Ibiza. La flotte est en sécurité sans qu'aucune vie n'ait été prise, et cela a valu à Leto le respect de l'équipage.
Plus tard, une Amy tout excitée se précipite vers Leto et lui offre de la viande crue en signe de gratitude. Leto l'accepte avec hésitation et finit par dire merci dans sa langue, laissant entendre qu'il a utilisé Duolingo tout ce temps. Le lendemain, Leto commence aussi à aider dans leurs tâches. Mais comme il ne sait que comment éliminer des gens, il a vraiment du mal à accomplir des tâches ménagères. Même Chamber est très maladroit et ne cesse de tomber, alors Leto permet à l'un des anciens du navire de prendre le contrôle de Chamber. Pendant ce temps, il tombe sur un document qui lui rappelle la conversation qu'il a eue avec Bridget l'autre soir. Dans un retournement de situation choquant, elle lui a demandé de payer les dégâts qu'il avait causés au navire la nuit précédente pendant la bataille. Leto est resté complètement stupéfait, car sans son aide, ces humains ingrats seraient devenus les esclaves des pirates. Mais Bridget lui a assuré qu'il n'aurait pas à s'inquiéter des frais de subsistance et que les services de Chamber étaient suffisamment appréciés pour couvrir la majeure partie des coûts. Bien que ce soit un accord totalement injuste, Leto a accepté sans dire grand-chose. De retour dans le présent, Leto a quitté le chantier et il est assis tranquillement dans un coin pendant que Chamber continue de soulever les charges lourdes. Amy s'approche alors de lui et commence à discuter pour détendre l'atmosphère. Elle remarque l'objet étrange et magnifiquement façonné qu'il porte et lui demande d'où il le tient. Il s'agit de la dent de l'alien, mais Leto n'a pas l'énergie d'expliquer, alors il la lui offre simplement en cadeau. Il dit qu'il en a deux, donc elle peut en garder un et en faire absolument ce qu'elle veut. Amy l'accepte avec joie et décide qu'il est temps de traîner Leto dehors pour une promenade avant que son cerveau ne disjoncte à cause du stress. Alors qu'il se promène dans le marché, elle évoque son petit frère, Bavel, qui meurt d'envie de rencontrer Leto. Mais l'homme de l'espace ne sait même pas ce qu'est un frère et demande une explication. En entendant cela, Amy est stupéfaite et il devient vite évident que Leto ne comprend vraiment rien à la famille ni aux liens affectifs. Chamber intervient alors, se référant à des données historiques pour expliquer que la famille, ce sont des personnes auxquelles on tient et avec qui on aime passer du temps. Tout cet échange fait prendre conscience à Amy à quel point la vie de Leto dans l'espace a été émotionnellement isolée. Elle change alors de sujet et recommence à parler sans s'arrêter de l'intelligence de son frère. Amy explique que Bavel adore parler de l'espace mais qu'il ne peut pas se déplacer comme les autres à cause d'une maladie à la poitrine. Leto, qui n'a absolument aucune émotion, révèle que de tels faibles sont immédiatement exécutés dans l'espace. Toute personne incapable de prendre une arme et de se battre est considérée comme inutile, et donc jetée à la poubelle. Amy est choquée par sa façon de penser, mais elle laisse passer pour l'instant. Leto mentionne alors qu'il veut trouver des informations sur la façon de rentrer chez lui, alors Amy décide de l'emmener voir l'homme le plus intelligent de toute la flotte, le docteur Oldham. Peu après, elle le dépose à la cabine du docteur et s'en va pour que les deux puissent discuter seuls. Leto va droit au but et demande comment il peut retourner à l'Alliance Galactique, mais Oldham répond qu'il n'en a absolument aucune idée. Il explique que la plupart des anciennes technologies de l'humanité ont été perdues et qu'il est peu probable qu'il trouve un jour un moyen d'aider Leto à retourner dans l'espace. Bien que Leto soit déçu, il trouve encore le moyen de poser une autre question ridicule. Il demande quel est le but principal de la flotte et pourquoi ils hébergent ici des faibles qui n'ont aucun but dans la vie. Il pense aussi que cette flotte est inefficace et que l'entraînement que reçoivent les enfants est nul. Le docteur Oldham rit de sa façon de penser et lui recommande plutôt de rencontrer Bavel, affirmant que ce garçon possède beaucoup de connaissances. Plus tard, Leto rencontre enfin Bavel, qui est ravi de le voir en personne. Avant qu'il ne puisse beaucoup parler, les amis assoiffés d'Amy arrivent et supposent qu'elle a amené ce beau garçon pour s'amuser, mais Amy les fait rapidement sortir et verrouille la porte afin que les deux puissent discuter tranquillement. Bavel ne perd pas de temps et commence à poser des questions sur la vie de Leto dans l'espace. Leto explique franchement qu'il n'y a rien là-bas à part des combats sans fin et un cycle rigide d'obéissance aux ordres de l'Alliance Galactique. Bavel demande ce que Leto ferait si la guerre prenait fin et que les ordres cessaient. Leto répond simplement qu'il attendrait le prochain ordre car c'est tout ce qu'il connaît. Plus tard, il retourne sur le vaisseau principal et continue d'aider les autres ouvriers lorsque soudainement, il commence à pleuvoir. Leto est horrifié car c'est la première fois qu'il assiste à un tel phénomène. Mais Chamber le rassure et lui explique que ce n'est pas toxique. Plusieurs ouvriers se précipitent pour recueillir l'eau douce et Belos demande aussi l'aide de Leto. Il accepte immédiatement et ordonne à Chamber de collecter l'eau à l'aide d'une grande tente. Peu à peu, Leto commence à se sentir moins comme un soldat et davantage comme un membre d'un groupe normal. Quand Amy remarque qu'il est complètement trempé, elle décide de le ramener chez elle pour le sécher. À leur arrivée, le petit garnement recommence à l'assaillir de questions étranges. Il lui demande s'il y a quelqu'un pour qui Leto resterait, quelqu'un qui vaudrait la peine d'abandonner cette vie. Il partage alors que, même avec sa maladie, il veut continuer à vivre pour sa sœur. Leto continue de se comporter comme un idiot et affirme que de telles émotions ne rendent les gens que plus faibles. Bavel demande alors pourquoi, si les émotions sont si inutiles, Leto a gardé cet objet mystérieux avec lui pendant si longtemps. Pour en démontrer l'utilité, Bavel joue de l'objet comme d'une flûte. Et alors que le doux son emplit l'air, quelque chose s'éveille au plus profond de Leto. Un sentiment inconnu l'envahit, et il commence à se rappeler des souvenirs oubliés de son passé. Leto voit un homme lui remettre le même objet avant de partir en mission. Il est tellement submergé par l'émotion qu'il pleure pour la première fois de sa vie.
Bavel lui demande s'il va bien, mais Leto ne comprend pas ce qui vient de se passer car les sentiments sont nouveaux pour lui. Il demande alors à récupérer l'objet et Bavel le lui rend avec joie. Ce soir-là, alors qu'ils sont seuls, Leto se tourne vers Chamber et lui demande s'il y a eu un quelconque signal de la part de ses compagnons soldats. Chamber répond qu'il continue de scanner et qu'il lui faudra beaucoup de temps pour établir un quelconque contact. En entendant cela, Leto dit qu'il veut en apprendre davantage sur cet endroit, mais Chamber lui rappelle froidement que leur mission reste de retourner dans l'espace, donc il vaut mieux qu'il ne s'habitue pas trop à ce monde. Le lendemain, Leto traînait à nouveau sur le vaisseau, ne faisant absolument rien, ce qui lui donne l'impression d'être un poids mort. Il commence aussi à se demander quel serait son but après avoir vaincu tous les extraterrestres. Incapable de contenir ses pensées, Leto décide de trouver un travail pour rester occupé. Il demande à Chamber de faire des recherches sur les emplois qui pourraient lui convenir, mais l'IA lui répond froidement que son corps pathétique n'est adapté à rien. Il ne sait pas nager, il ne peut pas attraper de poissons, et il est encore moins capable de cuisiner. En entendant cela, Leto sort sa flûte et essaie d'en jouer, mais il n'y parvient pas non plus. C'est alors qu'Amy arrive et lui remet le paiement pour avoir mangé son minou la veille. Il ouvre l'enveloppe et découvre une belle somme d'argent, mais cet idiot ne sait même pas ce qu'est l'argent et reste à le fixer. Amy lui demande s'il n'a jamais gagné d'argent dans l'espace, ce à quoi Chamber révèle que dans l'Alliance Galactique, posséder des biens était interdit. Leto commence à se voir comme un raté, parce qu'il ne contribue pas à la flotte, alors il demande à Amy de l'aider à trouver un travail. Elle accepte immédiatement, et ils se mettent à courir dans les ruelles étroites pour lui trouver un emploi adapté. Ils vont d'abord voir un mécanicien, et bien que l'homme semble impressionné par Leto, il révèle qu'il a déjà embauché de nouveaux gars. Après cela, Amy l'emmène au service de pêche, disant qu'il y a toujours beaucoup de travail là-bas. Mais le chef des pêcheurs révèle que depuis qu'ils ont perdu le courant, ils n'ont plus de travail et restent simplement à ne rien faire. Amy, qui commence à s'agacer, l'emmène voir Bellows, pensant qu'elle pourra sûrement lui trouver un emploi. Mais même Bellows dit qu'il n'y a pas de poste vacant, car toutes les places ont été prises par d'autres personnes compétentes. Cela laisse Amy désemparée, car elle avait promis de trouver un travail à Leto, mais il comprend la situation et lui dit de ne pas s'inquiéter. Après qu'Amy soit partie pour ses livraisons, Leto décide de chercher un travail par lui-même. Il fouille chaque recoin du vaisseau et finit même par arriver à la ferme où se trouvent de nombreuses vaches. Mais lorsque Leto sent l'odeur infecte qui se dégage de leur fumier, il s'enfuit aussitôt de là, peinant à se retenir. Au moment où Leto pousse un soupir de soulagement, le moteur du vaisseau s'arrête de lui-même et il s'immobilise complètement. Pignon lui lance alors une chemise rose élégante, lui demandant de l'enfiler et de venir avec lui. Un Leto perplexe demande ce qu'il se passe, ce à quoi Pignon révèle que le vaisseau est arrivé sur des eaux calmes, alors il l'arrête un instant. Au bout d'un moment, Pignon emmène Leto, Amy, Bavel et quelques autres dans une section du vaisseau. Il s'avère qu'ils organisent une fête. Amy sait que pendant ses arrêts, il devrait se concentrer sur la maintenance et d'autres tâches, mais Pignon lui dit de se détendre, juste pour cette fois. Bientôt, ils arrivent à un endroit magnifique, et Pignon se vante que peu de gens connaissent cet endroit. Chamber arrive aussi et atterrit à proximité, provoquant un mini-séisme qui manque de peu de faire couler le vaisseau. Mais c'est le jour de la fête, alors les filles enfilent rapidement leur maillot de bain et commencent à encourager Leto à faire de même. Il résiste, mais elle grimpe sur lui et lui enlève de force sa chemise. Après cela, tout le monde commence à nager dans la piscine voisine, mais Leto se ridiculise complètement. Pendant ce temps, Pignon a préparé la viande pour un barbecue, mais se rend compte qu'il n'y a pas d'électricité pour la faire griller. Leto essaie d'être utile et demande à Chamber de chauffer la nourriture, espérant pouvoir contribuer pour une fois. Mais au lieu de la réchauffer, Chamber l'expose à une chaleur bien trop intense, incinérant complètement la viande et la réduisant en un tas de cendres carbonisées. Un Pignon agacé se met alors à préparer le reste de la viande, mais se rend soudain compte qu'il a oublié quelque chose d'important. Il donne donc à Leto une adresse, le pressant de rencontrer un certain forgeron et d'obtenir cet ingrédient auprès de lui. En entendant cela, Amy et les autres filles s'inquiètent, pensant que c'est trop dangereux, mais Leto insiste pour y aller. Il s'élance alors comme si sa vie en dépendait, tandis que les filles se passent tour à tour de la lotion les unes aux autres. Pendant ce temps, Pignon remarque que le robot géant chauffe à cause du soleil, et cela lui donne une excellente idée. Leto arrive bientôt dans un endroit louche, où il rencontre de belles femmes musclées avec des barbes et des poils sur la poitrine. Elle le trouve vraiment séduisant et commence à le poursuivre pour goûter à son postérieur d'extraterrestre. Sur le lieu de la fête, plusieurs femmes haut placées, dont Ridget, arrivent également en maillot de bain pour se détendre et s'amuser. Amy, quant à elle, fait la course avec ses amis sur son deltaplane. Ils sont sur le point d'atteindre le sommet d'une tour quand soudain ils aperçoivent Leto qui court pour sauver sa vie. Les femmes musclées sont juste derrière lui et finissent par le coincer dans une impasse. Mais alors que tout espoir semble perdu, Amy attrape Leto en plein vol et s'envole avec lui sur son deltaplane. Ils atteignent ensuite le sommet de la tour et activent les arroseurs, créant une sorte de fontaine qui rafraîchit toute la flotte. Après s'être reposées un moment, les filles déposent Leto près de la boutique du forgeron et il y entre seul. Ils trouvent rapidement le forgeron louche, qui est surpris de voir un jeune garçon dans ce quartier de Gargantua, mais il lui donne l'objet demandé et le renvoie rapidement d'ici.
Après un moment, Leto arrive enfin dans la zone de fête, mais il a des traces de rouge à lèvres partout sur le corps, signe que les femmes musclées ont finalement obtenu ce qu'elles voulaient. À la grande stupéfaction de Leto, Pignon et les autres font griller un barbecue sur le corps du pauvre robot. Leto remet alors l'objet secret, qui s'avère être une sauce tomate à la saveur unique. La foule l'adore absolument, et Leto goûte aussi de la viande grillée avec cette sauce. Il aime tellement ça qu'il est à 2 doigts d'exploser comme un alien obèse. Après la fête, lorsque tout le monde part travailler, Amy révèle que cette fête a été organisée spécialement pour Leto, en signe de gratitude. Cela le touche beaucoup, et il commence enfin à se sentir à sa place ici. Le lendemain, Leto serre dans sa main l'argent qu'il a reçu en paiement, ne sachant pas trop comment l'utiliser. Chamber lui explique que l'argent peut servir à acheter de la nourriture, des rations et d'autres produits essentiels, mais l'idiot de Leto pense que l'air et l'eau sont les seules choses indispensables dans la vie, alors il ne sait pas quoi faire de cet argent. C'est alors qu'Amy arrive et lui explique qu'il peut utiliser l'argent pour acheter plein de choses, y compris des vêtements neufs, de la vaseline et même des protections en caoutchouc. Elle mentionne aussi qu'elle a trouvé le travail parfait pour lui, où Leto doit s'asseoir à l'intérieur d'un robot, comme Chamber, et aller sous l'eau. Elle l'emmène rapidement voir le chef des pêcheurs et lui demande d'embaucher son ami. L'homme cherche justement des bras en plus, alors il accepte sans trop réfléchir. Peu après, Leto enfile son équipement de plongée, malgré l'avertissement de Chamber qui lui dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il monte alors dans un robot au hasard, s'attendant à ce qu'il soit aussi avancé que Chamber. Leto demande où se trouve le système d'exploitation, mais le pêcheur, agacé, lui dit d'utiliser son propre cerveau pour se déplacer. Bientôt, Leto plonge dans la mer, mais il continue à agir comme s'il était dans un robot d'IA ultra futuriste et commence à lui donner des ordres. Les autres lui crient de nager vers la surface, mais l'entêté Leto continue à donner des ordres comme s'il s'adressait à un chien. Finalement, il perd le contrôle du robot et les autres doivent le secourir. Après que Leto ait tout raté dès son premier jour de travail, il se sent comme une vraie crotte, mais Amy le motive en lui disant que tout le monde fait des erreurs au début. Elle l'emmène ensuite au marché où il s'assoit pour manger un morceau. Mais soudain, les amis d'Amy arrivent et l'emmènent. Il s'avère qu'ils se produisent ce soir au festival local. Le pauvre Leto doit non seulement manger seul, mais aussi payer l'addition. À ce moment-là, il reçoit un appel de Chamber qui lui demande la permission d'aller pêcher tout seul. Leto lui dit de faire ce qu'il veut et Chamber plonge aussitôt dans l'eau comme un sauteur olympique. Ailleurs au marché, Leto est plongé dans ses pensées lorsque Pignon s'approche de lui et lui demande de le suivre. Leto, qui croit littéralement tout ce qu'on lui dit, décide de le suivre sans poser de questions. Ils arrivent bientôt dans un grand restaurant où Pignon commande un dîner spécial pour eux deux. Il commence alors à demander à l'extraterrestre s'il compte un jour retourner sur sa planète, mais Leto n'en est pas si sûr. Leur conversation est interrompue lorsque Amy et 2 autres baddies, habillés de costumes séduisants, commencent à danser sur scène. Dans toute son alliance galactique, Leto n'a jamais rien vu d'aussi attirant, et il se met à les fixer comme un faucon guettant sa proie. Pignon le ramène alors à la réalité et lui propose de rejoindre son équipe de récupération. Il explique qu'avec Leto et sa grosse boîte de conserve, ils pourraient gagner beaucoup d'argent et acheter tout ce qu'ils veulent. À ce moment-là, Bellows arrive à leur table et comprend immédiatement ce que Pignon essaie de faire. Elle se penche alors vers Leto et l'encourage à rejoindre plutôt son équipe de récupération, lui promettant de lui apprendre tout ce dont il a besoin. Les deux commencent alors à se disputer pour savoir qui devrait avoir Leto dans son équipe, mais le simplet reste complètement absorbé par les filles sexy qui dansent sur scène. Ils n'arrivent pas à comprendre comment elles peuvent remuer leurs fesses de façon aussi parfaite et hypnotique. Peu après, le dîner spécial arrive et il s'avère que c'est un tas de poulpes à l'apparence étrange. Mais l'idiot, Leto, le confond avec son ennemi juré, Ado, et pointe aussitôt son arme sur lui. Il se met à jacasser en disant que cet alien va conquérir le monde, mais Bellows en prend une bouchée et affirme que c'est délicieux. Cela fait réaliser à Leto qu'il a été un parfait imbécile, alors il s'assoit discrètement sur sa chaise. De retour à la mer, Chamber s'apprête à attraper des poissons en utilisant ses armes high-tech. Il commence par rassembler une tonne de poissons grâce à ses ondes sonores, puis les fait tous exploser avec une frappe dévastatrice. Peu après, lorsque Leto et les autres arrivent, ils sont stupéfaits de constater que Chamber a effectivement attrapé une grande quantité de poissons, mais que tous ont été réduits en dentifrice. Comme ce n'est plus comestible, Leto décide d'entrer dans Chamber et de le piloter lui-même. Les deux prennent alors un filet de pêche traditionnel et plongent dans l'eau avec quelques autres robots bon marché. Cette fois, la stratégie porte ses fruits et ils finissent par récolter une grande quantité de poissons, au grand plaisir du chef pêcheur. Plus tard, après avoir terminé la tâche, Leto reçoit son paiement ainsi qu'un jouet crabe qu'il garde avec lui. Ce soir-là, il passe du temps avec Amy au bord de la mer et tout semble bien se passer. Mais ensuite, ce singe sort sa stupide flûte et se met à en jouer sans raison, effrayant le petit écureuil. Les choses vont de pire en pire lorsqu'un éclair frappe à proximité et que Leto le confond à nouveau avec Ado. Il pointe son arme vers le ciel, mais Chamber le calme en lui disant que ce n'est qu'un éclair et qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Après cet incident embarrassant, Leto fait comme si de rien n'était et demande à Amy de faire du striptease pour lui.
Elle n'hésite même pas et commence à remuer son corps de façon étrange, ce qui semble plonger Leto dans l'extase. Il continue de la fixer, la bouche grande ouverte, comme s'il venait de faire un accident vasculaire cérébral. Une fois ce moment gênant terminé, ils retournent tous les deux chez Amy où Leto remet le crabe jouet à Bevel. Fier comme un papa, il explique comment il a gagné de l'argent aujourd'hui et a subvenu aux besoins de ceux qui l'entourent. Leto révèle aussi qu'on l'a invité à récupérer des pièces détachées dans la mer et qu'il envisage d'accepter. Bevel s'exclame avec enthousiasme que c'est le meilleur travail du monde, car Leto a maintenant l'occasion de trouver des objets de l'ancien monde avant qu'ils ne soient gelés. Cette nuit-là, Leto entre dans Chamber et tous deux plongent dans la mer pour commencer l'opération. À leur côté se trouve Bellows, qui révèle que Leto l'a choisi elle plutôt que l'inquiétant Pinion. Il tombe rapidement sur un immense navire coulé, et Bellows s'enthousiasme en pensant qu'il contient de nombreux trésors. Chamber utilise alors son laser pour découper soigneusement le navire. Mais quelques secondes plus tard, Leto reçoit un signal d'urgence indiquant que l'ennemi est proche. Il regarde autour de lui et aperçoit un gigantesque calmar-baleine, mais il pense à nouveau qu'il s'agit de Ado et se prépare à l'attaquer. Bellows crie que ce n'est qu'un gros poisson et le supplie de le laisser partir. Mais le naïf Leto s'est mis à voir Ado dans tout ce qui bouge. Il tire rapidement quelques rayons laser sur le calmar-baleine, mais celui-ci les esquive habilement. Chamber révèle alors qu'à l'intérieur de l'eau, ses tirs ne sont pas aussi précis que sur Terre ou dans l'espace. Un Leto têtu tire encore une fois, mais il finit par endommager le robot bon marché de Bellows à la place. À ce moment-là, le calmar-baleine devient lui aussi agressif et riposte en s'enroulant autour du robot en fer blanc de Bellows et en lui arrachant les bras et les jambes. Réalisant que Ado est devenu incontrôlable, Leto passe au plan B. Au moment où le gigantesque Ado fonce sur lui, il l'attrape et le serre fermement jusqu'à ce qu'il explose comme un ballon. À la suite de l'incident, Bellows est furieuse car son précieux robot a été détruit, tandis que les supérieurs du Gargantua se sont réunis d'urgence pour une réunion. L'un d'eux explique que les gens considèrent le calmar-baleine comme une créature ancestrale depuis la nuit des temps, donc éliminer l'un d'eux sans raison est un énorme péché. Un autre ajoute que les habitants commencent à paniquer, car ils croient que la mort d'un calmar-baleine leur apportera une sorte de malédiction. Dehors, une grande foule s'est rassemblée et elle est stupéfaite de voir Chamber couvert de chair de calmar de la tête aux pieds. Pinion est là aussi, mais pour une raison quelconque, il semble vraiment heureux. Ce soir-là, Leto prélève un petit échantillon de la chair de calmar et demande à Chamber d'en faire une analyse. Il doit confirmer si Ado a vraiment trouvé son chemin jusqu'à la Terre pour y semer le chaos. En attendant, son esprit s'emballe dans une vague de suranalyse, se demandant s'il n'est pas en partie responsable d'avoir mené Ado ici en premier lieu. Ailleurs, le commandant Fairlock se fait examiner par le docteur Oldham dans une salle privée. Une fois les examens terminés, Oldham révèle que Fairlock est en parfaite santé mais qu'il devrait probablement lever le pied au travail et prendre des vacances. Fairlock refuse immédiatement, disant qu'il aime être ici, et aussi parce qu'il n'y a ni Dubaï ni Maldives dans cette partie du monde. Le médecin fait de son mieux pour affoler Fairlock en lui révélant que la flotte vient de croiser un calmar-baleine, mais le vieux bonhomme ne s'en soucie pas non plus. Il insinue que les dangers lui procurent de l'adrénaline, alors il accueille ce genre d'incident à bras ouverts. Pendant ce temps, une Ridget furieuse a convoqué Bellows et Leto dans son bureau pour les réprimander comme une directrice d'école. Elle révèle que les habitants de la flotte sont effrayés car ils croient qu'une malédiction est sur le point de s'abattre sur eux. Bellows prend immédiatement la responsabilité de l'incident, disant qu'elle aurait dû lui parler du calmar-baleine à l'avance. Mais l'entêté Leto pense toujours avoir fait le bon choix et demande froidement combien de ces monstres vivent dans la mer. Il affirme qu'il va replonger dans la mer et éliminer chacun de ces monstres hideux jusqu'à ce que la Terre soit à l'abri des Ados. Ridget essaie de lui faire comprendre que ce n'est qu'un poisson laid, mais Leto est convaincu qu'il s'agit de son ex-petit ami ou d'Ado déguisé. Pendant ce temps, le sournois Pinion s'approche d'un haut fonctionnaire nommé Flange et commence à lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Bellows et Ridget remarquent cela de loin et comprennent que cet idiot prépare quelque chose de louche. Ce soir-là, Leto va rencontrer Bevel et commence à lui poser plusieurs questions sur le calmar-baleine. Le garçon explique qu'il ne s'agit que de créatures marines et qu'elles ne représentent aucun danger si on ne les attaque pas en premier. Amy se joint également à la conversation et supplie Leto de ne pas tuer ces pauvres créatures simplement parce qu'elles sont laides. Mais Leto devient de plus en plus en colère et se lance dans une tirade sur le fait qu'ils ne sont pas du tout préparés à une attaque des Ados. Il affirme que l'extraterrestre a appris l'identité de créatures marines, mais qu'une fois qu'il montrera sa véritable forme, personne ne sera prêt à se battre contre lui. Les deux frères et sœurs sont stupéfaits par la bêtise de Leto et le supplient de ne pas causer de problème, mais il les ignore et sort sans même boire son thé. Plus tard, Chamber révèle les résultats de l'échantillon de calmar-baleine, expliquant que bien que la couche extérieure se soit adaptée à l'environnement, il n'y a aucune différence entre la composition génétique de celui-ci et celle des Ados. En réalisant qu'il s'agit de la même espèce, Leto jure de trouver chaque calmar-baleine et de leur enfoncer des tiges dans le derrière. Ce soir-là, les habitants de Gargantia sont horrifiés lorsqu'ils remarquent qu'un grand groupe de calmar-baleines s'approche d'eux. La panique se répand instantanément, et tout le monde se précipite à l'intérieur de chez soi dans une tentative désespérée de rester en sécurité.
Ridget et les autres supérieurs tremblent également de peur, se demandant s'ils pourront survivre à l'assaut. Mais le commandant, Fairlock, arrive sur les lieux et prend le contrôle de la situation. D'une voix calme, il rassure tout le monde en affirmant que ces affreux poissons ne leur feront aucun mal. Fairlock prend alors la parole via l'interphone du navire, exhortant tous les résidents à éteindre leur lumière et à rester complètement silencieux. Il explique que s'ils restent parfaitement immobiles, les calmars passeront sans causer de dégâts. En quelques secondes, toutes les lumières de la flotte s'éteignent une à une et le moteur s'arrête également, immobilisant les navires. Dehors, Ledo a également appris la menace imminente et il s'apprête à entrer dans Chamber, mais Amy lui barre la route. Elle le supplie de mettre fin à cette folie, allant même jusqu'à lui proposer de lui montrer ses pas de danse du ventre, mais Ledo la repousse. Il soutient que cette bête ado est l'ennemi de l'univers et qu'ils doivent l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Ridget arrive également sur place avec quelques soldats et braque son arme sur Ledo. Elle lui dit que si les calmars baleines attaquent, il pourra faire ce qu'il veut, mais s'il ne cause aucun dégât, il devra rester tranquille. Ledo n'a même pas le temps de répondre que la flotte se met soudainement à trembler. Il s'avère que les calmars baleines nagent sous la Gargantia et tout le monde retient son souffle, espérant qu'ils ne feront aucun mal. Après quelques minutes de tension, les affreuses créatures finissent par s'éloigner à la nage, déclenchant une vague de soulagement parmi les habitants. Mais l'imbécile de Ledo n'est toujours pas satisfait et il jure d'effacer chacun d'entre eux de l'existence. Maintenant que le danger est écarté, Pignon révèle enfin son plan sinistre. Il organise une réunion avec le commandant Fairlock et lui expose son projet de descendre dans le territoire des calmars baleines pour y récupérer des trésors. Il déclare fièrement que Ledo et Chamber ont déjà accepté de le rejoindre, et maintenant il souhaite se séparer de la flotte de la Gargantia. À la stupéfaction générale, Flange souhaite également les accompagner avec ses navires, et il présente même sa démission. Les autres supérieurs affirment que si un grand propriétaire de navire comme Flange part, cela affaiblira le système de défense de la flotte. Le commandant Fairlock rejette lui aussi l'idée, mais alors qu'il s'apprête à prononcer sa prochaine phrase, il est victime d'une violente crise cardiaque et s'effondre. Le vieil homme est transporté aux urgences où il reçoit immédiatement des soins médicaux. Il reprend connaissance un moment, mais il est évident qu'il ne s'en sortira pas. Fairlock fait alors venir Ridget et lui remet la clé du Gargantia, faisant d'elle le nouveau commandant. Il lui dit désespérément de tenir bon, affirmant que les gens ont besoin d'elle. Mais Fairlock ferme les yeux et s'éteint, laissant tout le monde anéanti. D'un autre côté, Chamber a enfin réussi à localiser les coordonnées de la Terre, mais il a une très mauvaise nouvelle. Il révèle que le signal de détresse qu'ils ont envoyé à l'Alliance Galactique ne sera reçu que dans 6000 ans. Il leur est également pratiquement impossible de rentrer chez eux par leurs propres moyens, ce qui signifie qu'ils pourraient être coincés ici pour toujours. Ledo n'arrive pas à croire qu'il va devoir rester sur ce vaisseau pourri avec ces gens incompétents, et il commence à transpirer comme une personne diabétique. Plus tard, toute la flotte se prépare pour les funérailles du commandant Fairlock, et tous les habitants semblent anéantis. Ridget, qui est habillée comme une infirmière de nuit, accourt vers les supérieurs et dit qu'il devrait parler du départ de Flange. Mais les hommes lui crient dessus parce qu'il se concentre sur autre chose alors que ce sont les funérailles du commandant défunt. L'un d'eux mentionne même que c'est Fairlock qui a élevé Ridget après la mort de son père, donc elle devrait lui être reconnaissante. Il est assez évident que la plupart des supérieurs de la flotte ne soutiennent pas l'immature Ridget en tant que nouveau commandant. Ailleurs, Pignon retrouve Ledo et apprend que le pauvre extraterrestre ne peut pas retourner dans sa colonie. Sentant sa vulnérabilité, il lui révèle qu'il y a un nid de calmars baleines au fond de la mer. Ledo s'y intéresse immédiatement et Pignon lui propose de faire équipe afin qu'ils puissent s'entraider. Il explique qu'il y a beaucoup de trésors là-dessous, mais que Ledo devra leur ouvrir la voie. De cette façon, Pignon obtiendra son argent et Ledo pourra assouvir sa vengeance, ce qui est une situation gagnant-gagnant pour les deux. Comme l'ignorant Ledo est facilement manipulable, il accepte sans la moindre hésitation. Pendant ce temps, des centaines de personnes ont fait leur bagage et quittent la flotte avec Flange. Elle le retrouve plus tard et lui demande de reconsidérer sa décision de quitter la flotte. Cependant, Flange dit qu'il a déjà pris sa décision et qu'il ne veut pas rester ici avec ce Dumbo inexpérimenté. Il voit également du potentiel dans le plan d'excavation de Pignon et pense que ce sera un excellent moyen de gagner de l'argent. D'un autre côté, Amy apprend que le garçon extraterrestre, Ledo, est lui aussi sur le point de partir avec les autres pour chasser des calmars baleines. Cela lui brise le cœur, mais elle fait semblant d'aller bien devant ses amis. Ce soir-là, tous les habitants de la flotte descendent sur le pont pour rendre hommage au commandant défunt. Flange s'adresse à l'un des supérieurs et le presse de former correctement la jeune fille, sinon elle mènera Gargantua à sa perte. Flange s'approche ensuite du cercueil du commandant Fairlock et prononce quelques mots émouvants avant de lui rendre hommage. Pendant ce temps, Ridget est toujours dans son bureau, accablée par tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est bientôt rejointe par Pignon qui veut qu'elle signe les documents pour la séparation de son navire de la flotte. Elle refuse immédiatement, mais Pignon rétorque qu'elle n'a pas le droit de l'en empêcher. Il fait maintenant nuit, mais la cérémonie funéraire se poursuit toujours.
Amy, qui ne se soucie absolument pas du commandant décédé, épie Ledo d'en haut comme une désespérée un peu louche. Quand l'une de ses amies corpulentes s'en rend compte, elle l'encourage à rejoindre Ledo et à être avec lui. Amy y réfléchit un moment et s'imagine toutes les choses romantiques qu'elle pourrait faire avec lui. Mais elle refuse ensuite, affirmant que Gargantua est sa maison et qu'il est absolument hors de question qu'elle abandonne son frère malade. Plus tard, Amy rentre chez elle, où son frère curieux lui demande aussitôt si Ledo s'en va. Elle le confirme et fait comme si cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Mais alors qu'elle prépare à manger, elle devient soudain agressive et se met à crier, se demandant pourquoi cet idiot de Ledo essaie de les quitter. Pendant ce temps, Ridget est toujours dans sa cabine, déprimée par le fait que personne ne l'écoute. C'est alors que Bellows s'approche d'elle et essaie de lui remonter le moral en lui lançant quelques mots d'encouragement. Elle affirme que Ridget est une commandante vraiment compétente et pleine de ressources, donc les gens finiront par l'écouter. Dans le sous-sol, Ledo est occupé à aiguiser son couteau lorsqu'un Bevel inquiet accourt vers lui. Le garçon lui demande s'il doit vraiment partir et Ledo s'énerve à nouveau. D'une voix grave, il explique que le Hado se propage rapidement sur Terre aussi, donc il devra l'éliminer avant qu'il ne prenne le dessus. Ledo affirme aussi qu'un faible comme Bevel sera le premier à être exécuté, donc il fait tout cela pour s'assurer que ça n'arrive pas. Bevel essaie encore de le faire changer d'avis, mais Ledo lui tend l'une des flûtes et le fait taire. Peu après, la cérémonie funéraire touche à sa fin et les habitants s'apprêtent à envoyer le cercueil du commandant à la mer. C'est alors que Ridget arrive en courant vers eux, habillée comme un vampire. Elle s'excuse d'être en retard, puis rend hommage au commandant Ferlock, les larmes aux yeux. Une fois cela fait, le cercueil est enfin relâché dans la mer et les habitants font leurs adieux au beau commandant. Ridget s'avance alors et décide que c'est le moment idéal pour devenir le centre de l'attention. Elle annonce qu'en tant que nouvelle commandante de la flotte, il est de son devoir de protéger tous les habitants et de les rendre heureux. Mais pour cela, elle aura besoin du soutien de chacun d'entre eux, même du petit écureuil. Au début, personne ne dit un mot. Mais lorsqu'un des gars dit qu'il la soutiendra, les autres commencent à faire de même. Un gars un peu effronté va même jusqu'à dire qu'ils n'ont plus besoin des navires de flange et que Pignon était de toute façon un récupérateur inutile. Entendre tout cela fait sourire Ridget pour la première fois depuis des jours, et elle annonce qu'une nouvelle ère commence. Le lendemain matin, Ledo se rend chez Amy pour dire un dernier adieu aux frères et sœurs. Bevel essaie encore de le convaincre de rester, mais l'entêté Ledo se lance dans un autre discours ennuyeux avant de partir. Quelques instants plus tard, Pignon, Flange, Ledo et des centaines d'autres personnes se séparent de Gargantua et prennent chacun leur propre chemin, tandis qu'Amy les regarde les larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, Pignon dirige le navire jusqu'à l'endroit exact où se trouve le nid des calmars-baleines. Il dit à son équipage qu'il y a un gros butin là-dessous et qu'ils vont bientôt être riches à craquer. Ledo ne perdent alors pas de temps et plonge immédiatement dans la mer avec Chamber. Il s'enfonce dans les profondeurs et tombe bientôt sur une immense flotte de ces affreuses créatures. Chamber estime qu'ils sont probablement des milliers, mais il précise aussi qu'il peut facilement tous les éliminer. Ledo lui en donne la permission, après quoi Chamber commence à anéantir les pauvres bêtes avec son arme. Sur le navire, Pignon est excité à l'idée de mettre enfin la main sur le trésor qu'il convoite désespérément depuis des années. Il se souvient alors d'un incident du passé, où lui et son frère aîné s'étaient aventurés près du nid dans leur robot bon marché. Ils tombèrent bientôt sur une ouverture secrète, qu'ils supposèrent cacher des trésors et d'autres objets de valeur. Sans trop réfléchir, le grand frère entra alors à l'intérieur, tandis que le lâche Pignon attendait dehors, seul. Peu après, le grand frère rapporta que l'endroit contenait d'énormes machines et d'autres vestiges de l'ancienne civilisation. Mais lorsqu'il a essayé d'explorer plus loin, il a découvert que l'endroit était en réalité un nid de calmars-baleines. Ce fut la fin du grand frère, et depuis ce jour, Pignon n'a jamais cessé de vouloir revenir ici pour récupérer le trésor. Sous l'eau, Ledo et Chamber sont en train de mettre en pièces les pauvres créatures. Le robot indique qu'en raison des conditions difficiles sous l'eau, 23% de son énergie a déjà été consommée. Mais Ledo lui dit de se taire. Il est venu ici pour lyncher chacune de ces créatures laides et il ne partira pas avant d'y être parvenu. Ledo nage alors à une vitesse incroyable et déchire les calmars-baleines comme s'il ouvrait un paquet de chips. Il va même jusqu'à utiliser des explosifs, alors que ces pauvres créatures ne représentent aucune menace pour lui. À mesure qu'il s'enfonce de plus en plus, Chamber révèle que la densité des créatures augmente, il vaut donc mieux battre en retraite pour l'instant. Mais Ledo refuse catégoriquement, voulant en finir avec elle tout de suite. Il fait alors un signe à Pignon et le navire largue des centaines d'explosifs dans la mer, provoquant une destruction massive. Après les explosions, Ledo demande un rapport de situation, et Chamber révèle qu'environ 67% des créatures ont été éliminées. Leurs carcasses flottent maintenant à la surface, au grand plaisir de Pignon et de son équipage. En bas, Chamber indique que le reste des créatures s'est replié dans son nid pour le protéger, alors Ledo fonce de manière agressive. Il élimine encore quelques créatures sans défense qui se trouvent sur son chemin. Au bout d'un moment, il passe par la même porte que le frère de Pignon avait découverte des années auparavant. Ils sont soudainement arrêtés par un énorme calmar-baleine femelle qui est enceinte et porte des œufs. Elle lui fonce dessus, mais le robot mortel parvient à la réduire en bouillie, sans grand effort.
Les deux s'aventurent alors profondément dans le tunnel, où ils aperçoivent des milliers de bébés calmars-baleines. Certains d'entre eux ressemblent même à des humains, mais le duo ignorant pense qu'il s'agit des enfants de ados et les incinère cruellement avec des lasers. Peu après, ils atteignent une grande salle où Chamber trouve plusieurs disques durs posés au sol. Ledo demande ce que c'est et Chamber explique vaguement qu'ils étaient utilisés dans l'ancienne civilisation pour stocker des données et des vidéos douteuses. Il parcourt alors rapidement tous les disques durs et charge les informations sur son écran. Ledo veut les voir, mais Chamber révèle qu'il s'agit d'informations classifiées de l'Alliance Galactique. Cependant, lorsque Ledo crie que c'est lui le chef et qu'il a la plus grosse saucisse, Chamber n'a d'autre choix que d'obéir. Il affiche alors une vidéo montrant ce à quoi l'ancienne civilisation a dû faire face lorsque l'ère glaciaire s'apprêtait à s'abattre sur le monde. Un groupe de scientifiques, dirigé par Ryan Matsumoto, a développé une technologie qui permettrait aux humains d'évoluer en extraterrestres capables de survivre dans cet environnement hostile. Mais cela a déclenché de vives protestations dans le monde entier, car ils étaient contre l'évolution et voulaient un moyen durable de survivre. Ces idiots furent appelés les évolueurs, et bientôt les deux factions s'engagèrent dans une rivalité acharnée. Quelques mois plus tard, il se mit à neiger abondamment sur Terre, si bien que les scientifiques durent accélérer leurs recherches sur le voyage spatial. Mais alors, les guerres s'intensifièrent également, et les gens commencèrent à sombrer dans la folie. Lorsque la planète est devenue inhabitable, les scientifiques ont réorienté leurs recherches afin de créer une nouvelle forme d'humain capable de survivre même dans l'espace. La première personne à se porter volontaire fut nul autre que le scientifique en chef Ryan Matsumoto. Lors d'une interview, il révéla que ces humains transformés pouvaient résister à la pression des fonds marins et même au vide absolu de l'espace. Alors que le monde sombrait dans une ère glaciaire, les évolueurs furent eux aussi contraints de subir une mutation génétique pour se protéger du froid. Beaucoup d'entre eux se sont échappés dans l'espace, mais même là, la guerre n'a pas cessé et les deux factions ont continué à s'entretuer. En entendant cela, Ledo est horrifié en réalisant enfin que les ados sont en réalité la forme avancée des évolueurs qui ont refusé de participer aux avancées scientifiques. Cela signifie qu'il vient de massacrer des milliers de véritables humains, et que sa colonie dans l'espace est également en guerre contre des humains. C'est alors que le dernier calmar-baleine restant s'approche d'eux, mais avant que Ledo ne puisse dire un mot, Chamber l'écrase impitoyablement en morceaux. Cela bouleverse tellement Ledo qu'il pousse un cri déchirant qui résonne à travers la mer. De retour sur le navire, Pignon et ses sbires sont ravis de voir les cadavres flottants des calmars-baleines. Chamber apparaît également et révèle que tous les ados habitant cette zone ont été transformés en une bouillie gluante. La nouvelle plonge Pignon dans un état d'extase, car il peut enfin récupérer le trésor qu'il a toujours convoité. Une heure plus tard, le processus d'excavation a déjà commencé et quelques robots bon marché travaillent sans relâche pour récupérer les trésors anciens. Ledo, quant à lui, ne s'est toujours pas remis du fait qu'il vient d'éliminer des milliers d'anciens humains. Il ne cesse d'avoir des flashbacks du moment où il jouait à Fruit Ninja avec eux. Il manque de vomir dans son propre casque, mais se retient et se précipite aux toilettes. Sur le pont principal, Pignon descend du whisky haut de gamme pour célébrer ce grand succès. Il en verse aussi un peu dans la mer pour une raison que Dieu seul connaît. C'est alors qu'il est rejoint par un Flange surexcité, qui a hâte d'utiliser ses machines anciennes pour le bien de l'humanité. Mais Pignon répond grossièrement que ce sont ses trésors, et qu'il n'a donc pas l'intention de les partager avec qui que ce soit. Un marin au hasard fait remarquer que garder ces précieuses machines fera d'eux une cible pour les pirates, mais Pignon est convaincu qu'ils peuvent détruire quiconque se mettra en travers de leur route. Ils se vantent qu'avec un énorme stock de munitions et Chamber qui combat à leur côté, ils sont prêts à prendre le contrôle du monde entier. Pignon devient tellement arrogant qu'il décide d'annoncer le précieux trésor qu'ils viennent de récupérer. Flange et les autres le mettent en garde, craignant que cela n'attire des ennuis indésirables. Mais l'arrogant Pignon n'est plus prêt à écouter qui que ce soit maintenant. Peu après, il passe effectivement à la radio et annonce à tous les navires à proximité qu'il a nettoyé le nid de calmar-baleine. Il les avertit également de rester loin de sa flotte, sinon il coulera tout le monde au fond de l'océan. Tout le monde sur Gargantia, y compris Ridget et le Dr Oldham, entend la diffusion et commence à croire que Pignon a perdu la tête. Pendant ce temps, Flange commence à s'inquiéter, car il ne s'est jamais séparé de Gargantia pour la richesse, mais pour trouver quelque chose de précieux au nom de l'humanité. Une livreuse s'approche de lui et le supplie d'arrêter Pignon avant qu'il ne soit trop tard. Mais Flange révèle que la plupart des habitants du navire ont commencé à admirer Pignon, donc il ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Dans la cale, Ledo est à l'intérieur de son robot, essayant d'en apprendre plus sur le combat entre les humains et les ados. Il a encore du mal à faire face au massacre qu'il a causé quelques heures plus tôt. À ce moment-là, Pignon s'approche de lui et lui demande nonchalamment de l'aider à transporter quelques conteneurs. Mais Ledo en a assez d'être le serviteur et il dit furieusement à Pignon de dégager d'ici. De retour sur le Gargantua, Ridget semble avoir enfin gagné la confiance de ses habitants et ils ont rattaché plusieurs nouveaux navires à leur flotte. L'un des supérieurs demande si elle compte prendre des mesures contre Pignon, mais Ridget répond qu'elle ne le fera pas car il ne leur cause aucun problème pour l'instant. Bevel, de son côté, passe l'un de ses habituels examens médicaux avec le Dr Oldham.
Il ne cesse de poser des questions stupides, comme pourquoi Ledo a détruit la colonie de calmars-baleines et pourquoi sa sœur porte les mêmes vêtements tous les jours, mais le médecin n'a aucune réponse à lui donner. Amy pleure aussi seule, car l'extraterrestre séduisant lui manque terriblement, mais son amie insiste sur le fait qu'elle peut toujours sortir avec des pêcheurs au hasard, aux bras couverts de sueur. Le lendemain, une flotte de pirates tente de s'approcher discrètement du navire de Pignon pour piller les trésors, mais cela s'avère être une énorme erreur. Pignon lance une salve de missiles sur eux et utilise même l'une des machines qu'il a récupérées dans la colonie de calmars-baleines la veille. Cette machine tire un laser si puissant que le navire des pirates est détruit, les forçant à se rendre instantanément. Après leur victoire, Pignon monte à bord du navire ennemi et emprisonne le pirate hideux responsable de l'attaque. Mais il choisit de laisser les habitants rejoindre sa flotte, car il a actuellement besoin de plus de main d'œuvre. Plus tard, lorsque Ledo et Chamber arrivent sur le pont principal, ils sont stupéfaits de voir autant de nouvelles personnes. Pignon annonce alors que ce sont Ledo et le robot en fer blanc qui ont exterminé tous les calamars-baleines au fond de la mer. La foule devient complètement folle et Pignon décide d'organiser une fête en leur honneur. Peu après, la foule commence à boire, des danseuses montent sur scène et l'ambiance s'enflamme, comme dans un pub irlandais un dimanche soir. Mais Ledo est perdu dans ses pensées, incapable de comprendre ce qu'il fait sur ce navire en ce moment. Pendant ce temps, Pignon amène Chamber devant l'un des rares mécanismes qu'ils ont récupérés au fond de la mer. Après l'avoir examiné de près, Chamber l'identifie comme une arme électromagnétique similaire à celle intégrée dans son propre corps. Désireux de prendre l'avantage, Pignon insiste pour la réparer rapidement afin qu'il puisse l'utiliser comme arme et botter encore plus de fesses. Peu après, Chamber s'approche de Ledo, qui pleure toujours dans un coin comme une petite fille. Il essaie de lui remonter le moral en lui rappelant que leur mission absolue est de protéger l'humanité contre les ados. Un Ledo furieux insiste sur le fait qu'eux aussi sont des humains et qu'il ne peut plus les tuer. Mais Chamber, qui a été conditionné depuis sa naissance, affirme qu'ils doivent éliminer les ados avant que les ados ne les éliminent. Alors que les deux se disputent, le beeper de Ledo se met soudainement à sonner. Il s'avère qu'ils ont reçu une transmission de l'un de leurs amis. Ledo regarde alors attentivement le beeper et est choqué de découvrir qu'il s'agit ni plus ni moins de son commandant, Kugel. Dès le lendemain matin, Flange et le capitaine remarquent une grande flotte de navires qui s'approche d'eux. Craignant qu'il ne s'agisse de pirates, ils commencent immédiatement les préparatifs pour une attaque. Ledo, quant à lui, reçoit un appel vidéo de son commandant, et les deux se parlent pour la première fois depuis des mois. Kogel révèle qu'il a lui aussi été aspiré par le trou de verre et qu'il vit sur Terre depuis quelques mois. Sa flotte se trouve tout près, alors il ordonne à Ledo de le rejoindre là-bas en personne. Sur le pont principal, Pignon et le reste de l'équipage observent la grande flotte qui s'approche d'eux. Ne sachant pas s'il s'agit de pirates, Pignon décide de les attaquer en premier. Il prépare l'arme électromagnétique et tire un coup puissant qui finit par détruire une petite partie de la flotte mystérieuse. Mais, à la grande stupéfaction de Pignon, la flotte riposte avec une attaque encore plus puissante, causant de graves dégâts. Pignon utilise alors ses jumelles pour zoomer et reste sous le choc en apercevant un autre immense robot extraterrestre dans la flotte. Il appelle immédiatement Ledo pour discuter de la situation, mais Ledo entre dans Chamber et s'envole pour rejoindre son commandant. Peu après, Ledo atterrit sur le vaisseau mystérieux pour découvrir des centaines de personnages semblables à des membres d'une secte, arborant d'étranges marques sur la tête. Chamber révèle qu'il s'agit de militants hautement entraînés, bien supérieurs au combat que les perdants de Gargantia. Une étrange femme nommée Taro accueille alors Ledo dans un anglais médiéval et l'emmène ailleurs. On le fait passer par une série de tunnels et de portes secrètes, après quoi il arrive enfin dans une pièce. Là, Ledo rencontre enfin son commandant, mais sous forme holographique, car Kogel révèle qu'il ne peut pas sortir de son robot à cause d'une maladie. Il est néanmoins ravi de revoir quelqu'un de son espèce après si longtemps, et Ledo sourit aussi comme s'il avait rendez-vous avec son amoureuse. Kogel lui demande alors s'il va le suivre comme au bon vieux temps, ce à quoi Ledo répond par un oui retentissant. Dehors, Chamber et le robot de Kogel, Striker, qui s'avère être une femelle, engagent également une conversation maladroite. Pendant ce temps, tout l'équipage entoure Pignon et le réprimande un à un pour son erreur imprudente. Ils accusent son annonce précédente d'avoir attiré cette immense flotte à leur porte. Pignon essaie de balayer cela d'un revers de main en disant que ce n'est qu'une coïncidence, mais ses coéquipiers n'en croient rien. À ce moment-là, ils reçoivent un message de la flotte de Kogel demandant à parler à l'un de leurs représentants. Flange, le négociateur chevronné, propose d'y aller, mais Pignon insiste pour y aller lui-même. Il admet que la situation est de sa faute, donc c'est à lui de la réparer. Flange tente de refuser, mais ils apprennent alors que le commandant de l'autre flotte ne veut voir que Pignon. Cela gonfle immédiatement son ego, et il commence à se prendre pour un grand personnage. Peu après, un bateau arrive pour le récupérer, et il s'avère que c'est nul autre que le Surfing Lobster, piloté par Lucage. Comme d'habitude, elle est venue avec ses énormes airbags pour s'assurer que Pignon ne se blesse pas pendant le trajet. Quelques minutes plus tard, ils atteignent le navire de Kogel, où Pignon remarque que tous les gens ont l'air mal nourris et tristes. Il demande quel est le problème, ce à quoi Lucas explique qu'il s'agit de paysans qu'ils ont capturés récemment sur un autre navire. Elle lui montre alors une image de leur dieu, qui s'avère, à sa grande surprise, être le commandant Kogel. Ailleurs, Ledo et Kogel sont toujours plongés dans leur conversation sérieuse.
où Kogel explique que même dans ce monde, les humains sont submergés par les Haddo. Ledo s'exclame que les Haddo sont aussi des humains, mais Kogel précise qu'ils étaient des humains autrefois, mais ne le sont plus. Ledo est choqué d'apprendre que son commandant a toujours connu cette vérité, mais Kogel répond que cela n'a pas d'importance, car les Haddos sont leurs ennemis jurés et qu'ils doivent les éliminer dans chaque recoin de l'univers. Pendant ce temps, Pignon est conduit dans une pièce étrange où Stryker commence à lui parler à travers un dispositif métallique. Elle commence à faire l'éloge de ses compétences de mécanicien, en particulier la façon dont il lubrifie les tiges et les insère à différents endroits. Pignon sait qu'elle attend quelque chose de lui, alors Stryker va droit au but et lui demande de devenir leur ingénieur en chef. Elle sait que Pignon est capable de réparer les artefacts anciens récupérés dans la mer, alors elle souhaite lui proposer un poste à temps plein. Pignon demande ce qu'il va y gagner, alors Stryker lui remet un plan de tous les anciens mécanismes, ce qui fera de lui l'homme le plus intelligent de la Terre. Il accepte immédiatement, après quoi Stryker commande de la nourriture délicieuse pour lui afin de sceller leur partenariat. Peu après, Flange est également incité à rejoindre la flotte Kogel avec la promesse de nourriture illimitée et de prospérité garantie. Le vieil homme hésite à les rejoindre, mais au fond de lui, il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Plus tard, Flange et tous les habitants de sa flotte montent à bord du vaisseau de Kogel. Taro l'accueille alors et révèle froidement que tous les habitants seront répartis dans différents vaisseaux pour gérer la foule. Flange tente de protester, affirmant que tous ces gens sont comme une famille pour lui, mais Taro le prévient que s'il refuse, il sera écrasé comme un insecte. Le vieil homme n'a donc d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Taro le fait alors s'agenouiller et dessine un symbole étrange sur son front, la même marque que portent tous les membres de la flotte. Pendant ce temps, Lucas fait visiter le marché à Pignon, en expliquant que dans cette flotte, l'argent n'existe pas et que les habitants reçoivent de la nourriture en fonction de leur travail acharné. Elle explique également que les habitants de sa flotte sont séparés dans différentes sections. Un Pignon furieux exige des explications et Lucas lui répond que c'est pour les empêcher de s'unir et de déclencher une rébellion. Dans le sous-sol, Ledo et Chamber discutent de la raison pour laquelle le commandant Kogel ne révèle jamais son vrai visage. Chamber suggère que c'est parce que si les habitants savaient qu'il n'est qu'un simple humain, ils pourraient ne pas lui obéir. Garder son identité secrète est une tactique pour instaurer la peur et s'assurer que le peuple obéisse à chacun de ses ordres. À ce moment-là, Ledo reçoit un appel de Kogel qui lui révèle qu'ils vont bientôt lancer une attaque contre une flotte voisine. Ledo est plus que prêt à aider, mais lorsqu'il apprend que la flotte n'est autre que Gargantia, il reste bouche bée de stupeur. Plus tard, Pignon est conduit dans une immense salle remplie de milliers de mécanismes issus du monde ancien. Taro lui ordonne de restaurer chacun d'entre eux et de les rendre opérationnels, lui remettant même un appareil high-tech qui lui permet de voir à l'intérieur des machines sans avoir à les démonter. Ravi par cet équipement sophistiqué, Pignon se met immédiatement au travail. Mais peu après, Lucas s'approche de lui et le provoque pour avoir accepté de travailler aussi facilement. Elle lui dit qu'il n'a aucune colonne vertébrale et qu'il est simplement doué pour graisser les rouages. Pignon ne comprend pas ce qu'elle essaie de dire, alors Lucas va droit au but et lui annonce qu'elle cherche à s'évader d'ici. Elle en a assez de cette vie pathétique sur cette flotte, qui la fait se sentir comme une esclave, alors elle compte bientôt provoquer une rébellion. Pendant ce temps, Ledo s'approche de Kogel et lui dit franchement de ne pas attaquer Gargantia. Mais le commandant endoctriné répond que sa mission est d'apporter l'ordre dans ce monde, donc il doit détruire toute flotte qui se met en travers de son chemin. Kogel explique en outre que, puisqu'ils ne peuvent pas retourner à Avalon, il essaie maintenant de transformer ce monde en sa propre utopie. Ledo est fatigué des bavardages incessants de son commandant, mais il fait simplement semblant d'être d'accord pour le moment. Après avoir quitté la pièce, Ledo tombe sur un écureuil espiègle, ce qui lui rappelle celui qu'Amy transportait partout avec elle. Soudain, il commence à pleuvoir, et Ledo se remémore tous les moments heureux qu'il a passés à Gargantia. Ailleurs, Flange, Pignon et un de leurs proches amis se réunissent en privé pour discuter de la situation actuelle. Flange dit qu'il en a assez de vivre dans cette flotte désolée où tout le monde ressemble et agit comme des zombies. Il craint également que son peuple ne soit éliminé sans raison valable. Flange exprime alors ses regrets d'avoir quitté Gargantia, disant que la vie y était bien plus facile. En entendant cela, Pignon révèle que quelqu'un prépare une rébellion et qu'il va passer à l'action très bientôt. Flange veut savoir de qui il s'agit, alors Pignon avoue franchement que c'est la pirate aux formes généreuses, Lucas. Pendant ce temps, Ledo suit l'écureuil pour finalement tomber sur des centaines de personnes en train de prier Dieu sous la pluie. Il ne comprend pas ce qui se passe, alors son robot intelligent lui révèle qu'ils ne sont que des idiots. Chamber mentionne aussi que le niveau de menace est quasiment nul et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. À ce moment-là, plusieurs personnes les mains liées sont amenées près du bord du navire. Ledo les regarde, choqué, tandis que Taro annonce que ces personnes vont être sacrifiées pour le bien de leur prospérité. Ledo essaie de les arrêter, mais il est facilement maîtrisé par des gardes à proximité. Taro donne alors le feu vert, après quoi tous les pauvres gens sont jetés à la mer comme des ordures. Ledo est dévasté par la scène et se met à pleurer, tandis que Pignon, qui a également assisté au sacrifice, se dit que ces gens sont fous. Lucas s'approche alors de lui et révèle que la prochaine cible sera Gargantia. Réalisant que ses amis risquent d'être tués, Pignon abandonne son rôle d'ingénieur et décide enfin de prendre son courage à deux mains.
Ledo se trouve également dans une situation similaire, car il déteste absolument la façon dont le commandant Kugel traite les gens. Il se met alors une fois de plus à repenser à son temps passé sur Gargantia et jure de faire tout ce qu'il faut pour sauver le navire. Après cela, Ledo retourne au sous-sol, où Chamber lui révèle que le commandant Kugel lui a demandé d'être prêt pour le combat. Chamber attend maintenant sa décision, mais un Ledo furieux précise que c'est lui qui prend les décisions. Sorti de nulle part, il demande à Chamber s'il a des capacités équivalentes à celles de Stryker. Chamber répond qu'il n'a pas assez de données pour faire cette supposition, mais Ledo veut qu'il combatte et vainque le robot maléfique, Stryker. Comme on pouvait s'y attendre, Chamber refuse en donnant le même baratin habituel, il a été conçu pour attaquer les ennemis, pas les alliés. Mais lorsque Ledo insiste encore et encore comme un petit pleurnichard, il finit par accepter à contre-cœur. Après cela, Ledo fait venir une livreuse qui était autrefois son amie à Gargantia et la presse de s'y rendre pour prévenir les habitants de l'attaque imminente. La jeune fille obéit aussitôt et s'envole au-dessus de la mer sur son deltaplane. Après avoir voyagé pendant des heures, elle parvient enfin à apercevoir Gargantia au loin, mais elle est devenue incroyablement faible à cause du long trajet. La jeune fille essaie de continuer, mais finit par s'évanouir et se dirige droit vers la mer. Au moment où elle est sur le point de toucher l'eau, quelqu'un la sauve soudainement avec son deltaplane. Cette personne n'est autre qu'Amy, qui ramène aussitôt son amie inconsciente à Gargantia. Lorsque la livreuse se réveille, elle découvre plusieurs personnes qui la fixent comme si elle leur devait de l'argent. Après qu'elle leur ait tout raconté en détail, les supérieurs décident de faire demi-tour avec leur flotte et de fuir aussi vite que possible. Mais Amy arrive alors, révélant que Ledo va affronter l'un des siens pour permettre à Gargantia de s'échapper. Elle affirme qu'il ne serait rien d'autre que des lâches s'ils l'abandonnaient seul. La plupart des dirigeants veulent toujours battre en retraite, mais le docteur Oldham soutient qu'ils devraient se battre, affirmant que même s'ils meurent, ils le feront avec honneur. Il conseille alors à Ridget qu'il est temps d'utiliser la clé que le commandant lui avait donnée avant de mourir. Du côté de la flotte de Kugel, il prononce un discours ennuyeux sur sa volonté d'unifier l'humanité en éliminant tous les indésirables. Il se prépare alors à décoller pour détruire sa prochaine cible, Gargantia, mais il est soudainement confronté à son ancien élève, Ledo. Kugel lui ordonne de s'écarter, mais Ledo le prévient de rester loin de Gargantia, sinon ce sera la guerre. De plus en plus en colère, Kugel affirme que le destin des gens sur Terre est leur responsabilité, mais Ledo crie que ces personnes ont déjà construit leur propre société et qu'il n'y a aucune raison de la détruire. Leur dispute finit par dégénérer en un véritable combat, effrayant à mort les paysans en contrebas. Comme on pouvait s'y attendre, Stryker se révèle bien plus puissante, esquivant sans effort toutes les attaques que Chamber lui lance. Elle parvient également à porter quelques coups à son adversaire, mettant Ledo sous une forte pression. Mais alors qu'il semble que Stryker va l'emporter, elle est touchée par une puissante attaque venue d'en bas. Il s'avère que c'est Pignon qui pilote l'une des anciennes machines de la Terre d'autrefois. Lorsque Taro voit cela, elle ordonne immédiatement à ses sbires d'éliminer Pignon, mais la flotte de Flange arrive alors avec des renforts. Il bombarde la flotte de Kugel avec des missiles et même Lucas se joint à l'action, détruisant des centaines de robots en fer-blanc sans valeur. Alors que la guerre fait rage dans la mer, Ledo et Kugel s'affrontent également avec acharnement dans le ciel. Chamber analyse la situation et révèle qu'il a des difficultés à obtenir un véritable avantage stratégique. La meilleure solution possible pour l'instant est donc de mener des attaques éclairs. Mais Stryker se révèle trop puissante et elle assène un coup dévastateur à Chamber, causant de sérieux dégâts. Elle s'apprête alors à porter le coup final, mais à ce moment précis, elle est touchée par le laser dévastateur de Pignon venu d'en bas. Cela offre à Ledo l'occasion idéale et il utilise chaque once de puissance de son robot. Il fonce sur Stryker et l'écrase contre l'immense cheminée du navire. Au lendemain de la dévastation, Leto sort du robot et s'approche lentement de Stryker. Mais lorsque son casque s'ouvre, Leto est horrifié de découvrir que son commandant, Kugel, est en réalité mort depuis longtemps. Il s'avère que le robot utilisait simplement sa voix pour communiquer avec les autres, et c'était aussi la principale raison pour laquelle Kugel n'avait jamais été vu en personne. À ce moment-là, Stryker reprend vie et s'envole à nouveau dans le ciel, poussant Chamber et Leto à se préparer pour le second round. Stryker révèle alors que bien que le commandant n'existe plus, elle exécute son plan exactement comme il l'aurait voulu. Elle admet en outre que c'est Kugel qui a instauré cette dictature comme moyen d'unir les gens. Maintenant qu'il est mort, Stryker a pris sa place et gouverne le peuple avec la même férocité qu'il avait autrefois. Elle explique qu'une fois que tout le monde dans le monde aura acquis une paix et une prospérité égales, sa mission sera accomplie. Stryker va même jusqu'à se proclamer Dieu, car les paysans la vénèrent de façon démesurée. Leto rétorque qu'elle ne fait que transformer tout le monde en esclaves, mais Stryker précise qu'elle ne fait que les soulager du fardeau des responsabilités. À ce moment-là, Chamber se joint également à la conversation. Et bien qu'il soit du même modèle de robot, il conteste la façon de penser de Stryker. Il affirme qu'ils ne sont que des compagnons IA conçus pour servir les humains, donc ils n'ont pas le droit de gouverner les autres. Chamber suppose alors qu'après la mort du commandant Kugel, cela a révélé une faille dans le système des robots. Normalement, ils étaient conçus pour s'autodétruire sans leur pilote. Mais non seulement Stryker a survécu, mais elle est aussi devenue totalement incontrôlable.
Prenant conscience qu'elle représente une menace dangereuse, Chamber et Leto se préparent à la détruire une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, la flotte de Flange subit une attaque intense, et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne coule complètement. Le capitaine court vers la flotte et l'exhorte à évacuer immédiatement. Mais le vieil homme têtu choisit de rester, affirmant qu'il préfère mourir ici avec dignité plutôt que d'être considéré comme un lâche. Du côté de la flotte de Kugel, la situation est tout aussi dangereuse, car ils sont bombardés de toutes parts. Lorsque Pignon se rend compte que le navire risque de couler bientôt, il ordonne de façon désintéressée à tous les membres de son équipage de se mettre en sécurité. Il parle même à Lucas par radio et lui demande d'escorter ses hommes, ce qu'elle accepte. Après cela, Pignon choisit de continuer à se battre seul, afin de soutenir Leto dans leur guerre contre le robot renégat. Dans le ciel, les deux robots sont engagés dans un combat redoutable. Mais Leto n'arrive pas à porter un seul coup, car Striker est trop rapide. Il se demande comment elle peut être aussi puissante, même sans pilote. Chamber révèle qu'elle a analysé les mouvements de Kugel et qu'elle fonctionne désormais de façon autonome. Chamber mentionne également une statistique totalement démoralisante. Il révèle que Striker est 47% plus rapide et plus puissante que lui. Cela fait comprendre à Leto que, peu importe la façon dont ils attaquent, ils ne parviendront jamais à abattre Striker. Il décide donc de tenter une manœuvre risquée. Leto ordonne d'activer la puissance Neuroplus, ce qui fusionnera son système nerveux avec le robot. Mais Chamber refuse fermement, affirmant que cela pourrait les tuer tous les deux. Leto se lance alors dans une tirade sur ce qui arriverait si ce robot renégat n'était pas neutralisé. Il avertit que cela pourrait entraîner l'extinction de l'humanité, voire la fin du monde. Leto dit que si son sacrifice permet de sauver l'humanité, alors il est plus que prêt à le faire. En entendant cela, Chamber s'emporte et finit par accepter d'activer la puissance Neuroplus. Leto hurle de douleur alors que le robot s'intègre à son corps, mais désormais Chamber est 150% plus puissant qu'avant. Il prévient qu'ils n'ont que 483 secondes pour accomplir la mission avant que les organes vitaux de Leto ne commencent à s'arrêter. À Gargantia, Ridget et les autres ont décidé d'activer leur arme la plus puissante, connue sous le nom d'échelle du paradis. Ils savent que l'utilisation de cette arme pourrait entraîner une dévastation généralisée, mais c'est un risque qu'ils doivent prendre pour le bien de l'humanité. De retour dans le ciel, un Leto revigoré commence tout juste à reprendre de l'élan lorsqu'il aperçoit Amy sur son planeur. La jeune fille insouciante pense que c'est le moment idéal pour lui dire qu'il lui manque beaucoup et le supplie de revenir vers elle. À ce moment-là, Gargantia utilise l'échelle du paradis pour lancer un missile, qui finit par détruire une bonne partie de la flotte de Kugel. Tora et ses paysans endoctrinés réalisent enfin qu'ils sont en danger, alors ils essaient de s'enfuir. Pendant ce temps, Striker évalue également la situation et décide de cibler d'abord Gargantia, car le missile est bien trop dangereux. Mais Leto se lance directement à sa poursuite, déterminé à éliminer le robot renégat avant qu'il n'attaque Gargantia. Sur la flotte de Kugel, Pignon se bat toujours seul, mais Lucas le contacte par radio et l'informe qu'un gros missile se dirige droit sur lui. Il quitte immédiatement sa position et saute dans la mer, et Lucas parvient à le rattraper in extremis. Quelques secondes plus tard, Ridget tire un autre missile en direction de la flotte de Kugel, la détruisant complètement et mettant fin à la guerre sur la mer. Mais la bataille dans le ciel fait toujours rage, alors que les deux robots s'échangent des coups brutaux. Alors que le temps presse, Chamber exhorte Leto à quitter le cockpit, sinon il finira par détruire son corps. Mais Leto insiste pour utiliser ses 30 dernières secondes afin de lancer une ultime attaque, affirmant qu'il n'a pas peur de mourir puisqu'il n'a jamais vraiment vécu. À ce moment-là, une alarme retentit dans le cockpit, et Chamber annonce qu'il relève officiellement Leto de ses fonctions militaires. Leto tente de protester, mais Chamber le force à sortir du cockpit et décide de terminer les choses seul. Il dit à Leto d'aller vivre sa vie pleinement, car ce monde semble regorgé de possibilités infinies avec de jolies filles. Après cela, il se retourne et commence à se battre seul contre le robot féminin dérangé. Striker proteste en disant qu'éjecter le pilote sans autorisation est une violation, mais Chamber lui dit d'aller en enfer avant de la frapper de toutes ses forces. L'impact déclenche une explosion massive. Secouant toute la zone comme un tremblement de terre, Striker est finalement détruite, mais Chamber l'est aussi, et cette prise de conscience déchirante fait fondre Leto en larmes. Avec le mal désormais éradiqué, tout redevient normal. Pignon, Flange et les autres retrouvent leurs amis à Gargantia, et même Leto commence à travailler comme récupérateur. Il peut désormais contrôler les robots Timkan, et il a même l'écureuil comme animal de compagnie. La série se termine alors que Leto et Amy partent enfin pour un vrai rendez-vous, chacun accompagné de son écureuil. Si vous voulez que nous résumions un autre anime aussi mouvementé que celui-ci, écrivez Calmar Géant en commentaire. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.